Podemos, quand l'Espagne s'indigne, donc à l'heure où l'Espagne vit de nouvelles élections législatives, comment analyser l'ascension de Podemos 5 ans après l'occupation de la Puerta del Sol? Ces indignés sont-ils devenus de simples politiques? À l'heure où l'Europe voit fleurir des mouvements populistes, comment réinventer la démocratie et sortir de la défiance? C'est la question que je vais poser à mes invités. Yves Saint-Omer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 8. Vous êtes auteur d'une petite histoire de l'expérimentation démocratique aux éditions La Découverte. Et dans la dernière revue du Crieur que je conseille à nos spectateurs, vous avez signé un dossier qui s'appelle « Démocratiser la démocratie ». À côté de vous, Miguel Segui, bienvenue. Vous êtes cofondateur du Cercle Podemos Paris et membre par ailleurs du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Bienvenue à vous. En face de vous, Eduardo Riancipel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste élu de Seine-et-Marne et secrétaire national du PS chargé des relations avec le Parlement. Miguel Segui, à l'heure où donc l'Espagne, je le disais en ouverture, retourne aux urnes après quelques mois après des élections législatives qui ont échoué à créer, donc à monter un gouvernement de coalition. On a vu que le parti Podemos s'est un petit peu verticalisé. On voit le leadership de Pablo Iglesias. Est-ce à dire que Podemos aujourd'hui est un parti comme un autre? Écoutez, non. Podemos n'est pas un parti comme un autre. Il faut quand même connaître un peu l'histoire. Ça fait 1 an et demi à peine qu'on existe. Notre congrès fondateur à Vista Alegre a eu lieu il y a 1 an et demi. Donc on ne peut pas, en l'espace d'1 an et demi, régler des problèmes de verticalité, transversalité. On est dans une tension permanente. Et il faut aussi savoir qu'à un moment donné, on a eu 4 élections. Il a fallu qu'on prépare en l'espace d'1 an 4 élections, les municipales, les régionales, les législatives et de nouveau les législatives. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est évident que on ne peut pas tout le temps faire que de l'horizontalité vu l'urgence. Pour être efficace, en fait, il faut aussi un peu de verticalité, un peu de leadership. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, mais la verticalité, c'est pas ce qu'on cherche à être en fait sur le fond. On est en train de se construire. Donc il faut là pour préparer les élections correctement et avoir une certaine efficacité, y compris pour pouvoir avoir sa place et dans le débat, il faut une certaine verticalité. Donc nous sommes en permanence dans cette tension-là, mais nous ne cherchons pas à devenir un parti comme les autres. Un parti comme les autres, chose que nous ne sommes pas. Yves Saint-Omer, quand on voit que ces mouvements qui ont occupé des places, que ce soit Sintagma en Grèce, que ce soit la Puerta del Sol à Madrid, etc., c'est étonnant. Comment est-ce qu'on peut expliquer en fait ces mouvements en fait qui se créent sur ces places? C'est-à-dire qu'il y a une défiance vis-à-vis du politique? On a globalement plus ou moins fortement accentué selon les pays, en Europe, mais aussi, on peut le voir aujourd'hui aux États-Unis et dans bien d'autres pays du monde, au Brésil, une forte crise du système représentatif traditionnel. On voit bien que quelque chose qui fonctionnait plus ou moins bien, mais qui fonctionnait, qui avait une légitimité dans les décennies précédentes, qui était fondée sur des partis forts, reconnus, qui étaient capables d'encadrer la société, d'organiser une vraie discussion entre la société et ceux qui détiennent le pouvoir, que ça fonctionne beaucoup moins bien. Et qu'il y a une insatisfaction croissante, elle est particulièrement marquée en France, disons par rapport à l'Allemagne ou aux pays du Nord, elle est encore plus forte en Espagne, mais on voit bien que les partis traditionnels s'affaiblissent et que plus globalement, c'est le système qui est centré sur l'élection qui devient, disons, moins dynamique, moins convaincant. Ce que vous appelez un système centré sur l'élection, c'est-à-dire que ce sont ces rendez-vous en fait qu'on crée avec l'électorat et au milieu, il ne se passe pas grand-chose? Voilà, c'est l'idée que finalement tout joue au moment des élections, qu'une fois qu'on a donné son bulletin de vote, eh bien on a donné également une délégation de pouvoir pleine et entière jusqu'aux élections suivantes, et que ça suffit pour que le système politique prenne des décisions légitimes. Eduardo Riancipel, est-ce à dire qu'il y a une forme de rupture, je dirais, de continuum? On a toujours fonctionné comme ça et là, d'un seul coup, il faut revoir les bases? Je crois que la question du renouvellement démocratique est une question essentielle pour toutes les sociétés démocratiques, on va dire occidentales. Vous avez raison, je partage avec vous l'analyse. Il y a une demande de renouvellement. Il y a une demande de rénovation et d'aspiration à la participation citoyenne qui est de plus en plus forte. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais la crise financière et ensuite des dettes souveraines
qui a frappé très durement la France et l'Europe. Et tout particulièrement l'Espagne, bien plus que l'Espagne, la Grèce, en France, où les amortisseurs sociaux ont empêché d'avoir la tragédie de quasiment 25% de baisse du pouvoir d'achat, des retraites en Espagne, au Portugal. Je crois en réalité que nous avons une vie démocratique, une démocratie représentative qui date de l'époque industrielle, qui est encore sur les grands fondamentaux de la société industrielle de type fordiste. Ce qui change, c'est la société dans son ensemble. C'est les révolutions technologiques, ce sont les révolutions de l'innovation, c'est une certaine forme de maturité politique ou sociologique. On a beaucoup c'est le plus... fait qu'on est aussi un peuple plus éduqué qui cherche aussi en tout cas, quand à être un petit peu plus associé aux décisions. Absolument. Quand on regarde, moi j'ai fait très attention à ce qui s'est passé et qui continue de se passer avec le mouvement Nuit debout. On voit que la France, elle a changé sociologiquement. Il y a de plus en plus de gens qui ont des diplômes d'études supérieures, donc qui ont la capacité de s'intéresser aux choses de la vie publique, de la vie politique, de la vie citoyenne. La révolution technologique permet d'avoir des informations. On est passé en 25 ans de 20% de diplômés du supérieur à 44%. Voilà. Donc nécessairement, ce sont des gens qui réfléchissent. Vous avez aussi qui ont les qualités intellectuelles, conceptuelles pour pouvoir le faire. Dans un monde où l'information est disponible, où chacun peut juger, c'est-à-dire ne plus être l'otage de la propagande ou de la communication politique traditionnelle. Mais alors, dans ce cas-là, quand on est un parti de gouvernement comme l'est le PS aujourd'hui, en quoi ça l'interroge? Est-ce qu'il y a une forme de défiance? Est-ce qu'il y a véritablement une rupture? Nous voulons accompagner ce mouvement et nous voulons répondre à ses aspirations. C'est ce que je souhaite. Ma génération le souhaite profondément. Et d'ailleurs, nous avons pu le montrer à notre façon. Tout n'est pas parfait, mais c'est le Parti socialiste qui, pour la première fois dans la vie politique française, introduit un changement avec les primaires citoyennes, celle de 2011, où c'est plus simplement notre appareil politique, sa direction ou ses militants qui décident du candidat, mais tous les électeurs qui peuvent venir participer. Segui, Nous introduisons de nouveau maintenant cette possibilité-là. Évidemment que ce mouvement n'est pas terminé. Mais là aussi, c'est une forme de travail en cours. Je vais vous dire, ma conviction, elle est simple. Soit les partis traditionnels, donc en France, le PS, les Républicains et les autres, sont capables d'apporter ces changements et répondre à ces aspirations de participation et de renouveau citoyen, ou alors on périra. C'est aussi simple que cela. Soit on se transforme, et on a là-dessus, vous êtes d'accord. Là-dessus, au moins, on est d'accord. Mais avec ce que vous avez dit globalement, oui, simplement, je crois que le PS et les partis traditionnels ont beaucoup de retard. Ça ne veut pas dire que c'est plié, mais le retard est tout de même considérable. Yves Saint-Omer, c'est-à-dire que pour être précis, on est en retard par rapport à qui? À la société. Vous diriez qu'il y a des pays qui sont plus en avance sur ces questions? Regardez justement en Espagne, je pense que de ce point de vue-là, il y a une modification du système politique institutionnel qui est bien plus grande. Vous avez des leaders de partis qui, à part pour le parti de droite, sont beaucoup plus jeunes, ont été rajeunis. Vous avez des primaires qui sont généralisées dans, pas tous les partis, mais la majorité d'entre eux. Vous avez l'émergence de forces politiques nouvelles. Vous avez quelque chose qui bouge, qui bouillonne beaucoup plus que ce que... Vous êtes d'accord pour dire avec moi que le système de vote en Espagne, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale, est un élément qui peut favoriser, faciliter l'émergence de ces mouvements politiques. Moi, j'ai la conviction mais qui peut aussi créer des blocages. La preuve, on en est à deux. On a un problème avec la Ve République, avec une élection majoritaire à 2 tours, qui fait que ça oblige à des rassemblements. C'est sûr que le système politique français centré sur l'élection présidentielle et avec un scrutin majoritaire à 2 tours est un étouffoir. Miguel Segui. Il n'y a pas de proportionnelle intégrale en Espagne. Elle n'est pas intégrale. Elle n'est pas intégrale, mais elle est très forte. Il y a une proportionnelle très forte avec une prime majoritaire qui fait que, par exemple, aux dernières élections andalouses, pour avoir un député du Parti socialiste, il fallait 26 000 voix. Pour avoir un député de Podemos, il fallait 36 000 voix. Donc, c'était avec un nombre de voix à peu près similaire, nous avons eu beaucoup moins de députés. Donc ça, par exemple, ça fait partie des priorités à Podemos, si on arrive au pouvoir, de modifier la loi électorale et d'introduire effectivement une proportionnalité quasiment intégrale, parce qu'on pense que one man, one woman, one vote. On pense que cette mesure nous permet de nous rapprocher de plus de ce qui n'empêche pas que le risque là sur le PSOE, donc le Parti socialiste espagnol, le risque c'est qu'il devienne la 4e force politique du pays et que Podemos passe devant. C'est-à-dire que, comme vous le disiez... Un élément d'analyse, je voudrais en discuter avec vous, parce que c'est très important. On voit que ce renouveau en Espagne
et cette nouvelle dynamique, ce mouvement fort à gauche avec Podemos n'a quand même pas permis qu'ils trouvent ensemble une majorité avec le PSOE. Moi, j'aurais rêvé, et j'espère que c'est encore possible, je livre ça à votre réflexion, je serais très heureux que PSOE, c'est-à-dire le Parti socialiste traditionnel avec Sanchez, soit capable de former une alliance avec les gens de Podemos. Et c'est entre eux qu'ils ont bloqué. Je pense que Iglesias n'a pas voulu. On verra, maintenant c'est les élections qui vont trancher un nouveau. Miguel Segui. Ouais. Déjà, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois que autant le Parti socialiste ici comme le PSOE en Espagne sont largement à côté de la plaque. Le mouvement des indignés est né complètement en dehors des mouvements traditionnels, des organisations syndicales. Il est né d'un cri du cœur, surtout de la jeunesse la plus précarisée, pas uniquement la plus formée, mais la plus précarisée, c'est-à-dire pas uniquement issue des couches moyennes, parce que ça c'était l'image qu'on avait au début de Le Sol, mais ça s'est étalé, ça s'est au niveau de toute la société espagnole, à tel point que quand on a décidé d'abandonner les places, 80% de la population était d'accord globalement avec ce cri du cœur des jeunes qui tourne autour de la corruption, qui est généralisée en Espagne. En Espagne, c'est une véritable mafia, qui tournait autour d'une révolte contre une réforme du Code du travail, commencée par le Parti socialiste espagnol et empirée par le Parti populaire, donc 2010 le PSOE, 2012 le Parti populaire, qui ont largement dégradé les conditions des gens, avec des expulsions massives de logements, avec privatisation des services publics, entamée par ces deux partis-là, mais chacun se Ce que vous voulez dire, Miguel Segui, c'est qu'il est hors de question pour vous que Podemos en fait s'affilie à ceux qui ont détruit et qui ont fait en sorte que ce parti existe. Au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas là. Au jour d'aujourd'hui, nous on pense qu'effectivement les bases du Parti socialiste, elles se disent de gauche, elles se disent progressistes. Donc pour nous, il n'y a aucun problème de discuter, etc. Autre chose est avec ce qu'on appelle los barones, les membres qui dirigent le Parti socialiste, qui eux ont mis la main à la caisse, sont aussi impliqués dans des affaires de corruption, pas autant que le PP, parce que le PP, là-bas, c'est le Parti populaire de Mariano Rajoy. Le Parti populaire, là-bas, c'est le pompon, hein, c'est une mafia organisée de A à Z. Et comment dire... et donc, les conséquences de cette politique-là nous font dire qu'aujourd'hui, on est plutôt en opposition à ces politiques-là, et on n'en est pas là. De toute façon, il faut attendre le résultat des élections. Voilà, et on verra ça effectivement le 26 Et la question des alliances avec qui, on le verra après, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans un contexte électoral de nouveau, et qui est tout à fait décisif, puisque de ces nouvelles élections pourront sortir soit un gouvernement d'union de la gauche, en ce moment avec les sondages, Podemos serait devant et les socialistes derrière, soit alors un gouvernement en fait de grande coalition sous la direction du Parti populaire de droite et où les socialistes apporteraient leur soutien. C'est les deux seules possibilités, il n'y aura pas de troisième élection. Mais en dehors de ce moment électoral, il faut replacer dans un contexte plus large. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se jouent dans les élections, mais en même temps, il y a des choses qui se sont jouées dans d'autres élections. On a eu l'arrivée au pouvoir de municipalités nouvelles, avec des coalitions, Madrid. Barcelone, Madrid, plein d'autres, avec des maires issus bien souvent du mouvement social, qui ne sont pas partis de Podemos. On a eu aussi des élections dans les régions, qui là encore donnent quelque chose de différent. On a eu des grandes mobilisations sociales, et c'est l'ensemble de ce panorama qui est intéressant, avec les élections comme un moment, les élections nationales comme un moment fort, mais en même temps, c'est une constellation plus globale. Et sans cette constellation, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Espagne aujourd'hui. Eduardo Riancibel. D'abord, un élément d'analyse électorale ou tactique ou stratégique. Je pense que Iglesias et Podemos ont cherché cela, à provoquer de nouvelles élections, d'où le refus d'alliance avec le PSOE, pour chercher à passer devant, et vous pointez les sondages qui les donnent aujourd'hui devant, nous verrons l'élection de dimanche. Je pense qu'il veut passer devant le PSOE, c'est-à-dire que Podemos veut prendre le leadership de la gauche, être la force dominante à gauche en Espagne. Mais c'est bien le risque, Eduardo Riancibel. Mais c'est le risque, mais ce sont les gens qui vont le trancher. De la même façon que François Mitterrand a fait toute sa stratégie avec le PS pour passer devant les communistes qui empêchaient la prise du pouvoir. C'est ce qui est arrivé. Là, pour vous, on est vraiment dans la même lecture, on est dans ces mêmes moments. Le choix stratégique de Pablo Iglesias, je fais simplement de l'analyse, je ne porte pas un jugement, c'est un jugement de fait, pas de valeur. C'est qu'il a refusé, parce qu'il est arrivé quelques points derrière le PSOE, de faire alliance avec le PSOE pour former une union de la gauche et donc gouverner l'Espagne à gauche, parce qu'il a voulu faire un coup de tactique. C'est un pari pour reproduire des élections et de passer devant et d'obliger le PSOE. Pour reprendre ce que disait Miguel Segui, c'est que le PSOE est tellement décrédibilisé aux yeux des électeurs de gauche qu'il est hors de question. Ils ont quand même fait autour de 25% la dernière fois. Non, mais je reprends ce que dit Miguel Segui.
Non, mais il y a la réalité c'est pas le électorale. PASOK grec. Mais c'est pas le PASOK grec qui a fini à 5%. Ce que j'aimerais entendre, c'est comment est-ce que vous, en tant que socialiste ici en France, vous percevez cette défiance vis-à-vis des partis de gouvernement? C'est-à-dire que même des forces qui pourraient potentiellement faire alliance avec la gauche de gouvernement refusent, car considèrent en fait qu'il y a une... comme un risque majeur, et peut-être même une tragédie pour toutes les forces de progrès dans notre pays. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut répondre à ces aspirations de la société. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, il y a une forme de régénération de la politique et des forces de progrès à gauche en Espagne, et je vois ça d'un bon œil. Parce qu'ils ont... Qu'est-ce qui est positif chez Pablo Iglesias? C'est qu'il veut le pouvoir. Il veut gouverner. Il ne veut pas être une gauche de contestation. C'est un message à tous mes amis de la gauche de contestation ici en France. Il est dans une bataille politique, y compris au sein de la gauche, d'une compétition, et on verra. Je crois aujourd'hui que le défi pour nous, et pour ma génération tout particulièrement, c'est d'être capable de produire cette régénération politique, de répondre aux aspirations et à l'énergie qu'il y a dans la société. Il y a plein d'énergies dans la société qui sont bien plus en avance que souvent les partis politiques. Et je pense que nous, le PS, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour imposer une primaire. C'est une très grande avancée démocratique. Ça ne répond pas à tout. Peut-être que ce sera effectivement... Il faut qu'on réinvente notre démocratie. Il y a peut-être justement... Pour ne pas être simplement dépendant et complètement... Je voudrais qu'on revienne en Espagne. Je voudrais qu'on revienne en Espagne parce que là-dessus, Podemos en fait, a inventé un fonctionnement un petit peu particulier dont peut-être le Parti socialiste pourrait s'inspirer. On réécoute. La première mission des Circulos consiste à élaborer le programme de Podemos pour les prochaines élections européennes qui se dérouleront 2 mois plus tard. Pour y parvenir, Podemos révolutionne la communication traditionnelle des partis politiques en développant des applications participatives sur Internet. Notre programme pour les européennes a été conçu et voté à travers les réseaux sociaux par les gens des Circulos, un vote populaire. C'est un programme que j'aime beaucoup, parce qu'il répondait aux attentes des gens et à la façon dont ils aimeraient voir tourner le monde. Alors, est-ce qu'on pourrait inventer quelque chose du même ordre? Mais franchement, le fonctionnement du Parti socialiste, je ne dis pas qu'il est complètement comme celui-là, mais à chaque fois qu'on a des délibérations collectives, on est un parti démocratique. Donc dans nos congrès, dans nos états généraux, on pose des questions aux militants, on les fait voter, on les fait travailler. La question, c'est comment on arrive à déployer cela, au-delà des militants, partager à toute la société, à faire participer les gens. Je donne un exemple. On a réussi à faire les primaires pour désigner un candidat. Je rêverais que ma famille politique et que les forces de gauche arrivent aussi à faire des primaires des idées, du projet, et c'est ce que nous espérons faire, mais c'est difficile. Parce que quand vous donnez la parole aux gens, c'est pas toujours là qu'ils répondent présent. Mais c'est un work in progress, comme vous avez dit tout à l'heure. Je crois que réduire la question démocratique par rapport aux indignés à Podemos uniquement à Internet, c'est extrêmement, je dis, réducteur. C'est plus que réducteur. C'est autre chose quand même, Podemos et les indignés. C'est aussi des assemblées ouvertes dans les places, sur tous les lieux où les gens travaillent, sur les lieux où les gens chôment, parce qu'il y a 25% de chômeurs, voire chez les jeunes 40% de jeunes, chez les jeunes de chômeurs. C'est dans tous ces endroits-là, dans les lieux de travail. C'est-à-dire recréer du débat, se réapproprier le débat politique. C'est-à-dire, ça c'était essentiel, c'était quelque chose qui manquait et qui explique en profondeur le pourquoi, la puissance du mouvement des indignés qui 5 ans après continue d'essaimer. Alors ce n'est plus spectaculaire parce qu'on ne voit pas les gens sur les places, c'est logique, mais dans la tête, dans la conscience des 3/4 de la population espagnole, c'est-à-dire celle qui subit les politiques austéritaires de l'Europe, de la Troïka, de plein fouet, avec les coupures budgétaires comme j'explique, etc., il y a eu un changement de mentalité et une prise de conscience comme quoi il faut s'émanciper des vieux appareils, on est capable s'organiser et à partir de là de construire quelque chose de nouveau. Mais il faut du temps, il faut de la patience, parce que ça ne se construit pas comme ça. On pourrait ajouter... On est là-dedans, excuse-moi, et on est là-dedans. Et juste, rapidement. Et juste un truc, par rapport à ce que tu as expliqué sur Podemos a refusé l'histoire avec le PSOE, il y a une autre explication. Le PSOE a passé un accord avec Ciudadanos, qui est un mouvement plutôt de centre-droit, avec des tendances plutôt fascisantes à l'intérieur. Par exemple, sur la question des violences faites aux femmes ou des choses comme ça, ils ne sont pas clairs du tout. Mais on va pas faire, si vous voulez bien, on ne va pas faire ici un débat sur le Ciudadanos et les accords, mais j'aimerais bien... Il fallait juste repréciser ce truc-là. J'entends beaucoup. Et donc, c'est pas tout à fait ce que vous avez expliqué. Messieurs, s'il vous plaît, Yves Saint-Omer. Je crois aussi, par exemple, qu'il faut élargir le panorama, une fois de plus. Une des marques de fabrique des municipalités que
des militants de Podemos et d'autres, comme Ada Colau à Barcelone, C'est important. ont gagné. Convergence. Ils ont mis en place des structures participatives très dynamiques, des budgets participatifs, par exemple, qui permettent à des citoyens non élus de participer à la répartition des fonds publics, ce que fait d'ailleurs Hidalgo à Paris. Donc, il n'y a pas que le parti. Après, l'usage de la démocratie directe au sein de Podemos a été un peu instrumental, il faut le reconnaître. Par exemple, là, l'alliance avec Izquierda Unida, qui est issue de la mouvance communiste, a été validée par un référendum interne, mais la question n'avait pas été posée aux précédentes élections. Donc de ce point de vue-là, on est dans encore une phase de transition, disons, si on veut être optimiste. Alors, mais là, moi, ce que j'aimerais entendre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut réinventer, en fait, puisque vous nous dites qu'il y a une forme un peu Enfin, c'est un petit peu cosmétique, hein, ces formes de démocratie directe. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut recréer en fait tout ça? C'est pas cosmétique, c'est simplement il faut changer de logiciel. Il faut changer le logiciel. Il faut changer le logiciel. Ça ne veut pas dire en finir avec les élections, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des luttes pour le pouvoir. On sait bien que la politique, il y a aussi des luttes pour le pouvoir, c'est normal, qu'il y a aussi des structures verticales, c'est normal. Mais c'est pas le problème d'être Game of Thrones, quoi. Voilà, c'est de ne pas réduire la politique à la politique politicienne et d'inventer d'autres choses. Et donc, je crois qu'on est dans cette transition. Tous les partis, en fait, sont concernés. C'est pas une question juste de droite ou de gauche. Mais moi, je vous dis comme je le pense, je partage complètement l'analyse d'Yves Saint-Omer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites comme vous voulez, hein, mais si vous voulez lutter contre des mouvements et des aspirations profondes dans la société, bon courage. Hein. C'est une vague qui va terrasser tout sur son passage et c'est plutôt une vague positive. Si on l'organise, elle sera négative si elle devient populisme ou démagogie. Parce que l'autre versant de cela, c'est le populisme. Et on l'a vu à l'instant, d'ailleurs, hier soir, avec l'élection de cette nouvelle mairesse de Rome, issue du mouvement de Beppe Grillo. Vous avez les deux versants. Vous avez toujours, dans les moments de crise comme les nôtres, la tentation populiste, la tentation démagogue, qui est toujours une... Vous savez, depuis Platon, on sait que la démagogie est fille de la démocratie. À une volonté d'avoir finalement un pouvoir beaucoup plus autoritaire. Je crois que oui, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire le mensonge permanent politique, les émotions, caresser dans le sens de poil de l'émotion du moment. Je crois aujourd'hui que si les partis politiques actuels et les nouvelles forces dans la société, si on est attentif à tout cela, il y aura du bon qui va en sortir. Les gens veulent être acteurs parce qu'ils comprennent les enjeux. Ils ont, vous l'avez dit, ils sont plus diplômés, ils comprennent mieux. Ils ont les moyens parce que les techniques aujourd'hui le permettent, les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue. L'information n'est plus aujourd'hui confisquée. Et aujourd'hui, il y a une volonté. Moi, je vois dans Nuit debout tout simplement le symptôme d'une régulation démocratique qui ne marche pas. Alors, le fait que, par exemple, vous ayez perdu des militants, Édouard Dorian-Sipel, c'est un signe d'échec On est plus de 100 000. Oui, vous en avez quand même beaucoup perdu. Bah oui, mais comme dans toute phase de reflux, hein, le Parti socialiste, quand il est dans une phase positive, les militants reviennent un peu plus, autour de 150 000, 180 000, et quand on est dans une phase négative, eh bien ça baisse autour de 100 000. Ça a toujours été. On n'a jamais été vraiment un parti de masse. La réalité, c'est que c'est plus la question de l'adhérent. Sauf à l'époque de l'adhésion à 20 €. C'est comment on crée du dialogue permanent avec la société et comment elle irrigue les partis et les représentants politiques. Je crois que cette donnée, elle est importante. C'est que vous prenez les 50 partis européens les plus importants. Eh bien, en 20 ans, ils ont perdu la moitié de leurs militants. Alors évidemment, il y a des différences dans les pays, il y a des différences selon les partis, il y a des cycles, des hauts et des bas, mais la tendance, elle est tout à fait claire. C'est-à-dire que la tendance, comme les syndicats, où on avait des partis de masse qui organisaient le système politique, elle est derrière nous. Oui. Et aujourd'hui, on a autre chose. Ça ne veut pas dire que les partis disparaissent. On voit bien qu'ils ne disparaissent pas et qu'y compris en Espagne, il y en a d'autres qui se recréent. Mais même Podemos, comparé à ce que pouvaient être les partis sociodémocrates, communistes, démocrates, chrétiens les plus importants en Europe, ce n'est pas énormément de militants. Donc c'est autre chose. Vous partagez avec moi l'idée que le paysage de fond qui nous traverse, c'est la sortie de la société industrielle de type Fordiste. Bien sûr. Ça modifie l'économie, ça modifie l'organisation de l'entreprise. Et ça va modifier le politique. Ça modifie l'organisation de l'enseignement, j'imagine aussi, ça pose des problèmes majeurs pour le professeur que vous êtes. Et donc ça doit aussi bouger dans les partis politiques qui sont davantage attachés au conservatisme. Parce qu'à la clé, il y a des postes aussi. Bah oui. Et on le sait bien, Miguel Segui. 2-3 choses là sur la blague sur Game of Thrones, etc. Effectivement, moi je suis pas trop Game of Thrones. Pablo, c'est son truc. La série. Alors, messieurs, il nous reste une minute, donc je vous demanderai de conclure rapidement. Pablo, c'est son truc. Ceci étant dit, il a raison. on n'est pas non plus 49-3.
si vous voyez ce que je veux dire. Ça existe en Parce que Israël, quand vous parlez de démocratie, etc., le 49.3, comme déni de démocratie, aujourd'hui, qui explique la révolte, je suis citoyen français, donc je m'exprime là-dessus, qui explique la révolte contre le gouvernement actuel, etc., vous devrez vous interroger sur... Oui, mais bon, mais n'empêche que votre parti, le gouvernement, et que ce 49.3 pose des problèmes démocratiques de fond. Et nous, par exemple, ce genre de truc, on serait plutôt pour l'éliminer. Et puis, la Constitution, c'est pas... Laissez-moi terminer. Ce ne sera pas un débat sur le 49.3. Laissez-moi terminer aussi. Sur la question du populisme, sur la démagogie du populisme. Écoutez, quand 80% de la population vit ce qu'elle vit en Espagne, avec les expulsions des logements, etc., et les violences faites aux femmes, les privatisations des services publics, quand nous, on demande à prendre des mesures élémentaires, simples, de bon sens, pour que les gens ne serait-ce que commencent, pour freiner ce qui se passe et pour qu'on commence à vivre mieux, si c'est du populisme, je me revendique pleinement du populisme. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci de nous avoir éclairés sur cette question. Tout de suite, votre second documentaire, direction la Loire-Atlantique. Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? C'est la question qui sera posée ce dimanche aux habitants du département lors d'une consultation locale. Retour sur 40 ans de polémique. C'est Le Tarmac est dans le pré, un film de Thibaut Ferrier. À tout